On est très contents de se retrouver aujourd'hui pouvoir nous réunir sans les masques pour cette journée internationale des droits de la femme. Donc, et merci à l'Étincelle de nous accueillir dans ces magnifiques locaux. Donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici chez nous à l'Étincelle aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'on reçoit un événement initiative durable. Donc moi je suis Joanne Veil, je suis responsable de tout ce qui est communication, marketing et surtout séminaire, team building pour les groupes et les entreprises. Alors l'Étincelle c'est une toute jeune entreprise qui est née en fin 2018, née d'un rêve d'un entrepreneur célestadien, Monsieur Young, et Virginie Young qui est sa fille qui est avec nous aujourd'hui, qui est la directrice de l'Étincelle. Et son rêve, c'était de créer un lieu de vie autour du sport à Célestat. Pas à Strasbourg, pas à Colmar, à Célestat. Et c'est un pari qu'il a gagné, puisqu'aujourd'hui, on se développe bien, on a beaucoup de membres et c'est chouette. C'est un pari ambitieux, quand même, vu le bâtiment et tout ce qu'on propose. Alors, l'Étincelle, c'est 6800 mètres carrés dédiés au sport à Célestat. On va proposer toute une partie fitness avec des sports santé, du cross-training, une piscine avec tous les sports aquatiques. On a un grand plateau de musculation avec des machines hyper connectées modernes. Et de l'autre côté, donc sur la partie multisport, on va avoir du foot 5, paddle tennis, du badminton, du squash et une salle d'escalade. Alors, l'Étincelle a rejoint, et bien sûr, j'oublie, le restaurant. On parle de sport, mais après le sport, il y a réconfort. On en parlera après. L'Étincelle a rejoint Initiative Durable en même temps que je suis arrivée, c'est-à-dire en juillet 2019 à peu près. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit tous les deux que si on commence une histoire, une jeune entreprise, autant lui donner les bonnes valeurs tout de suite. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on a été très vite dans l'opérationnel, parce qu'on a été fermé presque 1 an. Voilà, donc on y croit, on a fait notre audit, on a fait qu'on fasse notre contrat de progrès. Mais voilà, les valeurs sont là. Et justement, ces valeurs, elles sont un peu dans trois univers. Ça va être le sport à tous les âges. Alors, c'est vraiment à tous les âges, puisque comme disait Nico, le bébé commence déjà avec sa maman en postnatal chez nous. Après, il peut faire du foot à partir de 3 ans. Après, il peut faire de l'escalade à partir de 5 ans. Ensuite, entre 6 et 16, ça va être les stages, vacances, multisport, foot, escalade. À partir de 16 ans, il peut faire du fitness. Et après, on a des seniors qui sont là, je sais pas, l'âge du sport, 80 ans. Voilà. 90. 90. Donc voilà, sport à tous les ans. Donc c'est ce qu'on favorise. On parraine aussi des événements comme le Célestat, où on a des groupes de personnes en situation de handicap qui préparent un trajet en vélo qu'ils veulent faire jusqu'à Paris. Donc on leur prête notre salle de vélo connecté. Enfin, voilà. On essaie de s'ancrer dans les projets sportifs de Célestat. Après, on a un autre pôle, c'est d'être responsable dans les sports qu'on propose. Toi, tu es un ayatollah de ça, qui nous a beaucoup fait évoluer. On est anti-crunch, ces exercices. On va se casser le dos et les abdos. On va mieux en parler que moi, mais voilà, on réfléchit quand on achète des machines. On interdit aux jeunes de moins de 16 ans de faire du fitness et de soulever des poids. Parce qu'on a des demandes, sinon, c'est pas possible. Donc voilà, c'est de protéger nos adhérents et de leur donner les bonnes pratiques, ce que font pas à toutes les salles. Et responsabilité aussi au restaurant, justement, parce qu'on va essayer de s'approvisionner au maximum en local. On travaille avec des fermes locales et voilà, c'est un travail au quotidien de notre chef. Troisième point pour nous, c'est l'innovation. Et l'innovation, pour nous, c'est d'être ouvert à toutes les idées. C'est de vous recevoir aujourd'hui. C'est de ne pas se cantonner à être une salle de fitness toute bête. C'est de, comme tu disais, d'être un lieu de vie et de mélanger les gens et de nous faire évoluer dans le sport et le bien-être. Et au final, notre mission, c'est de rendre les gens brillants. Étincelle, rendre les gens. Pour finir, l'égalité homme-femme à l'Étincelle. Alors, on est une trentaine d'employés. Il y a aussi des auto-entrepreneurs, des coachs. On a une variété de métiers. Il y a le restaurant, il y a les coachs, il y a l'administratif. On a des apprentis, beaucoup. On a le pôle ménage qui est une super team. Vous pouvez imaginer 6 000 mètres carrés à nettoyer tous les jours.
Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'au management opérationnel, management direction, et on est G4. C'est Girl 4. Il n'y a que des filles. Que des filles. Et le seul chef qu'on ait vraiment, c'est le chef du restaurant. Mais les chefs, voilà. Voilà, donc c'est un grand plaisir de vous recevoir ici. Voilà, vous êtes tous prêts à maintenant être inspirés par notre thématique autour de l'égalité femmes-hommes au travail. Je vous souhaite également la bienvenue. Donc, Karine Tritsch, moi je travaille également chez Initiative Durable. Je suis ravie voilà, de pouvoir co-organiser cet événement et puis de pouvoir voir voilà, les sourires voilà, qui étaient si longtemps cachés derrière le masque. Ce que je vous propose, alors on a aussi des personnes qui sont en ligne, donc on leur souhaite aussi la bienvenue, hein, puisqu'on a bravé les aléas, on va dire, techniques, et voilà, on a cette chance d'avoir cet événement hybride. Avant de laisser la parole à nos femmes inspirantes de la matinée, voilà, je voulais simplement, en 2 minutes, je ne prendrai pas plus de temps, replanter un petit peu le décor. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à être là ensemble? C'est cette fameuse voilà, égalité femmes-hommes au travail, c'est cette place de la femme au travail. Et quand on se parle d'égalité femmes-hommes au travail, on va se parler à la fois d'accès à l'emploi, on va se parler de rémunération, de formation, de promotion. Donc c'est un sujet qui est finalement assez large et je pense que les personnes autour de la table qui travaillent dans les ressources humaines, il y en a quand même quelques-unes, ne me contrediront pas. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'effectivement cette égalité femmes-hommes, elle est encadrée, régie par la loi. Je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça, mais il faut garder en tête que toute entreprise de plus de 50 salariés a un certain nombre d'obligations, dont celle de construire un rapport de situation comparée, et puis celle plus récente de publier son index d'égalité, certainement bien au fait. Depuis 2018, effectivement, chaque année, en mars, l'entreprise a pour obligation de publier cet index. Ça compte voilà, 4 indicateurs, même 5 indicateurs différents, dont l'écart de rémunération entre femmes et hommes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet index, donc, sur 100, c'est une note. Si cette note-là est, je dirais, trop basse, elle oblige aussi les entreprises à prendre des dispositions, des mesures et à les publier pour justement faire évoluer et progresser cet index. La loi, c'est bien entendu, c'est pas ce qui nous, voilà, c'est pas ce qui fait l'égalité. Enfin, en tout cas, elle y contribue, mais ce qui est important aussi de se dire, c'est que au-delà du cadre légal, ce sujet de l'égalité, c'est un sujet aussi qui est important pour l'entreprise à différents égards, parce que mettre en place une politique d'égalité, c'est aussi un moyen de développer sa marque employeur, hein, d'attirer et de fidéliser les collaborateurs. C'est aussi d'assurer les besoins en compétences de la structure, hein, que ce soit une entreprise, mais aussi une association, une collectivité. C'est aussi voilà, une source de motivation pour les salariés. Et voilà, donc il y a un certain nombre vraiment de bénéfices qui vont vraiment au-delà de se dire que c'est une contrainte légale. Et d'ailleurs, il y a un papier récent qu'a fait France Stratégie qui a même démontré que l'égalité, en tout cas la diversité homme-femme au sein d'une structure était vraiment facteur de productivité. Donc même si on réfléchit d'un point de vue économique, il y a tout intérêt aujourd'hui dans les structures à promouvoir cette égalité. Donc aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'accueillir 3 femmes inspirantes. Je vous remercie encore une fois d'être là. Je les laisserai se présenter un peu plus précisément voilà, avant leur intervention. Et je vous propose voilà, de démarrer cette conversation qu'on a voulu voilà, sous forme de table ronde. On a bien compris l'idée. L'idée, effectivement, c'est que ce soit voilà, aussi une discussion, donc que ce soit en virtuel ou voilà, pour nous ici. Voilà, s'il y a des questions, alors on pourra les prendre dans tous les cas à la fin des interventions, mais aussi s'il y a une question qui vous brûle, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Je pense qu'on sera aussi ravis d'avoir cet échange un peu voilà, informel. Et puis, Camille, je vous propose de démarrer. Peut-être en vous présentant un peu plus précisément et puis peut-être en nous posant un petit peu
les bases, des constats sur ce qu'est aujourd'hui voilà, l'égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail. On sait qu'il y a encore voilà, il y a le chemin il y a des choses récentes qui ont bien évolué, mais le chemin est encore long. Donc, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le constat. Merci beaucoup, Karine. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'accueil à l'Étincelle. Moi, je suis, comme je vous le disais, Camille, je dirige l'antenne Grand Est du réseau Les Entreprises pour la Cité, qui est en fait une association qui fédère un réseau d'entreprises engagées en faveur de l'intérêt général et donc plus précisément l'inclusion avec le prisme diversité et emploi. Donc, on agit vraiment sur le S de la RSE, sur ce plan-là. Et donc, on vient en fait proposer aux entreprises des temps d'inspiration comme aujourd'hui vous vivez avec nous. Et on fait également des actions concrètes de terrain pour aller mobiliser les collaborateurs sur les sujets de diversité et d'emploi. Donc, c'est des journées de solidarité, c'est des temps d'interconnaissance avec des publics dits fragiles ou prioritaires. Et on est sur un spectre très large, puisque on va effectivement faire des choses en faveur des femmes, mais aussi en faveur des jeunes de quartier, des personnes en situation de handicap, des réfugiés, enfin, voilà, je vous passe le détail, mais en tout cas, on a cette orientation très terrain. Dans toute cette activité, effectivement, on est exposé à énormément de benchmarks côté entreprise. Donc, on voit, comme tu le disais, Karine, les choses avancer. Et c'est avec plaisir, du coup, que je partage ce témoignage avec vous ce matin. Alors, pour vous donner un peu de contexte concernant l'égalité professionnelle, on peut reprendre les éléments que je n'ai mis de côté. Effectivement, alors juste pour refaire le contexte avec la loi, on a un environnement législatif en France, alors en Europe, mais plus spécifiquement en France, qui est très riche sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Néanmoins, c'est loin d'être suffisant. Vous allez le voir, il y a plein de mais. Si déjà on se pose la question de l'égalité professionnelle, on est sur une égalité de traitement en termes d'accès à la formation, l'emploi, la mobilité, la promotion et la rémunération. Donc on prend vraiment tout ce scope-là. Pour vous planter le décor, d'après le Forum économique mondial, donc il y a une étude qui classe en fait les pays sur un grand nombre, une espèce d'index global, qui classe aujourd'hui la France 16e. Donc la première c'est l'Islande, la dernière c'est l'Afghanistan en termes de position, pour vous donner les deux extrêmes. Le fait est que sur les 3 dernières années, on n'a fait que décroître en termes de classement. Je crois on était en 12e position en 2018, et donc vous voyez, progressivement, on s'en éloigne. Un autre constat assez généraliste avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est concernant l'écart entre les hommes et les femmes. Cet écart mondial, il était de 99 ans. Pour rattraper et créer une égalité, il faudrait théoriquement 99 ans par rapport aux mesures qui sont actives pour créer l'égalité entre les deux sexes. Avec la crise Covid, on a perdu une génération, on est passé à 135. Voilà, donc c'est pour vous dire un peu un constat global. Si je rentre dans le détail, je vais vous montrer un petit peu on parle de plein de constats, donc il y a des choses qui sont faites, il y a toujours c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Sur l'égalité salariale, donc on a parlé de l'index 2010 qui a été mis en place en 2018, c'est super, on a 56% des entreprises qui passent par la moyenne de cet index qui ont une note supérieure ou égale à 75% et 2% des entreprises qui ont une note de 100%. C'est très bien, mais il y a encore des retards qui sont vraiment conséquents, et c'est ce que je vous mets en exergue ici. C'est que sur l'égalité salariale, d'après toujours ce même rapport du Forum économique mondial, on est 115e, la France. Donc on n'est pas les meilleurs sur le haut du tableau concernant cette égalité salariale. Il y a toujours, vous le savez, un écart de rémunération. On arrête de travailler en étant payé les femmes au mois de novembre, on le sait, il y a toujours ce jour fatidique. Donc c'est un écart de 27% entre les hommes et les femmes. Et si on lit ça en enlevant les notions notamment de temps partiel, donc on prend vraiment à temps égal, on est quand même à 16% d'écart en faveur donc des hommes ou en défaveur des femmes. Et les top 10% les mieux payés en France, les 10% des meilleurs salaires en France, ce ne sont que 28% des femmes. Ce matin, j'ai vu quelque chose de très intéressant sur LinkedIn qui présente les chiffres. Je crois que c'est Bouge ta boîte qui a présenté, c'est la directrice de Bouge ta boîte qui a fait une vidéo
où elle inverse tous les chiffres, c'est-à-dire qu'elle propose une lecture où elle remplace le mot femme par homme. Et en fait, c'est très probant, parce qu'on se rend compte que quand on lit ça, ça répond vraiment à l'imaginaire et aux stéréotypes qu'on a. Et le fait de lire que c'est les hommes qui sont moins bien payés, enfin, je vous invite vraiment à aller chercher ça, parce que je le repartagerai aussi sur ma page LinkedIn, parce que c'est assez intéressant. Donc, vous voyez, en termes d'égalité salariale, il y a des choses qui sont faites, mais sur la question des diplômes, sur la question de l'activité, pardon, donc les femmes sont plus souvent à temps partiel et plus souvent à temps partiel subi, malgré un taux de chômage qui est à peu près à l'égalité entre les femmes et les hommes. On est pour les deux sexes à peu près à 20%. On a toujours un recul, il y a toujours ce mais sur la question de l'activité. Les femmes sont moins actives que les hommes et sont plus souvent à temps partiel contraint. C'est-à-dire on a 11% des femmes qui sont contraintes à être à temps partiel contre seulement 2% des hommes. Concernant le diplôme et la formation, les femmes sont plus diplômées que les hommes, elles réussissent mieux d'un point de vue scolaire, mais là encore une fois, il y a un mais, c'est que quand bien même elles sont mieux diplômées, elles sont moins bien insérées sur le marché du travail. À 30 mois, on est à 74% d'intégration du marché du travail contre 82% des hommes à diplôme équivalent, à savoir un master, et encore moins bien d'insérer sur le marché du travail si on prend l'échelle des cadres, puisque les femmes cadres qui sortent d'un master, à 30 mois, c'est 63% des femmes contre 75% des hommes. Vous voyez, encore une fois, pareil sur l'accès au secteur porteur, notamment donc les métiers en expansion, sur le numérique, par exemple. Seulement 2,9% des femmes sont en spécialité numérique et sciences informatiques. Donc c'est pour vous dire, alors qu'elles représentent 56% des effectifs en première générale. Et pareil sur le numérique, toujours seulement 23% des femmes dans le numérique. Sur l'accès aux responsabilités et donc l'aspect promotion de l'égalité pro, c'est pareil. Donc, vous savez, cette loi Copé-Zimmermann en 2011 a permis d'inclure les femmes de façon plus systématique dans les conseils d'administration. Il y avait l'objectif de mettre en place des quotas. Donc ça a été plutôt réussi. On est passé de 15% à 45% en 10 ans. C'est déjà une première avancée. Sauf que, il y a encore une fois un mais, c'est que ça ne concerne pas les comités exécutifs. C'est seulement 19% des femmes, les comités exécutifs. Donc, en décembre de l'année dernière, la loi Rixin est venue compléter cette proposition en mettant en place des quotas également pour les comités exécutifs. Et puis, tout simplement, vous dire aussi que les femmes, c'est 48% de la population active, mais seulement 42% des cas. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, des beaux résultats et en même temps, toujours des mais. Donc, l'égalité professionnelle, un chantier toujours bien actif. Le constat est assez frappant. Ce qui est intéressant, je pense, dans ce que tu dis, Camille, c'est aussi au-delà des faits et des chiffres qui sont effectivement marquants, c'est en fait de comprendre les mécanismes derrière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les femmes sont freinées dans leur accès à l'emploi, dans l'évolution, dans ce fameux plafond de verre. Est-ce que tu arriveras à nous décrypter un peu voilà, ce qu'on appellerait les freins qui nous empêchent d'être aujourd'hui à une parfaite égalité dans le monde du travail? Alors, en termes d'environnement et de pourquoi on est à ce constat, enfin à ces constats, bien évidemment, c'est toujours le même écueil, c'est les stéréotypes. Et en fait, les stéréotypes, c'est quelque chose qui va démarrer très tôt. On ancre ces stéréotypes dans la tête des enfants. Il y a des études qui sont assez intéressantes en donnant l'âge critique de l'imprégnation de ces stéréotypes à l'âge de 6 ans. C'est-à-dire qu'avant, un enfant ne fait pas la différence, ne va pas genrer une compétence, ou en tout cas une attitude, puisque à cet âge-là, on est plutôt sur des attitudes, mais enfin, peu importe. Et à partir de 6 ans, il y a une vraie rupture qui se fait dans j'intègre ce que la société me renvoie, que ce soit dans les catalogues ou dans l'expression quotidienne de ce qu'est une femme et de ce qu'est un homme. Et donc, ces stéréotypes, je pense que Karine avait préparé quelque chose, voilà, sur des compétences présumées. Ça, c'est assez intéressant. Ces compétences, elles classent les hommes et les femmes de part et d'autre d'une ligne avec les hommes qui sont plus capables de stratégie, de leadership, d'autorité et donc d'ambition, si on extrapole, et les femmes qui sont au contraire beaucoup plus dans l'écoute, l'empathie, la minutie, et puis donc plutôt dans une position soft, on va dire.
Donc ces stéréotypes, c'est ce qui drive aujourd'hui la représentation des hommes et des femmes. Et donc c'est un poids à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on se parle de la journée des droits des femmes, c'est bien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle quand même d'un schéma de société global où finalement, ce qu'on est en train de se dire, ça concerne les deux sexes. Donc à l'école, c'est ce que je vous disais, enfin, en tout cas, ces stéréotypes et cet écueil-là, ça va peser sur les deux sexes, mais particulièrement sur les femmes, eu égard au constat qu'on a fait tout au long de leur vie. Donc que ce soit à la petite enfance, puis après dans le choix de ses études. Donc notamment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les femmes, c'est 58% des personnes inscrites en études supérieures, mais elles sont clairement surreprésentées dans une certaine typologie d'études. Par exemple, les filières paramédicales, les études littéraires, alors que sur les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est seulement 42% de femmes, et sur les formations ingénieurs, 30%. Et ça, on le sait tous, puisque autour de la table, on est confronté tous les jours à ce côté genré des profils. Et donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, après une conséquence sur le marché du travail, puisqu'en termes de représentativité, de non-mixité des métiers, voilà, hein, les diplômes étant ce qu'ils sont, avec le poids qu'on connaît en France, ça se retraduit à cet endroit-là, avec aussi la question de l'accès aux postes de direction. On parlait effectivement, tu disais Karine, le plafond de verre, donc c'est la difficulté pour une femme d'accéder à des positions, des postes hiérarchiques. Et puis il y a aussi les parois de verre, c'est-à-dire que le plafond de verre et les parois de verre, ça s'inscrit dans un triangle. Hein, c'est le fait, même si vous montez dans la hiérarchie, de ne pas être dans le centre le cœur de métier, c'est-à-dire de rester toujours en périphérie, sur des postes en communication, etc., qui sont, alors, importantes, hein, c'est pas du tout mon propos, mais en tout cas de se dire que les points stratégiques ne sont pas forcément ciblés pour les femmes. Et puis, enfin, c'est quelque chose qui poursuit une femme dans sa vie personnelle, bien évidemment. Là, on va parler aussi de parentalité beaucoup. Aujourd'hui, 50% des pères déclarent ne pas avoir de temps pour s'occuper de leurs enfants. Donc, vous voyez, après, il y a la vie perso qui prend aussi le relais dans la vie d'une femme. On pèse encore beaucoup. Il y a une étude très intéressante de l'INSEE qui vient de sortir, qui, là, sur janvier, qui dit que la présomption de maternité pèse encore très fort sur une femme. On considère aujourd'hui encore que, voilà, une femme qui a une trentaine d'années, bon, bah, attention, on présume qu'il va y avoir à un moment donné ce désir-là. Et puis, on a des mesures qui sont mises en place. Donc, vous avez en tête aussi l'allongement du congé paternité, mais à côté de ça, aujourd'hui, seulement, alors je vais vous donner le chiffre parce que je l'ai eu hier et j'ai trouvé ça assez probant. Donc là, le 2 mars, on a eu les premiers résultats sur combien d'hommes prennent le congé étendu. Seulement 30% des pères n'ont pas recours au congé étendu. Donc, vous voyez, il y a encore des choses sur la vie perso qui 30% des pères n'ont pas recours, n'utilisent pas en fait ce congé parental. Il y en a 70% ici. 70% sur les 28 jours. Il y a les 7 jours obligatoires et ça a été étendu à 28. Donc c'est une possibilité qu'on donne aux jeunes pères d'avoir ça et 30% ne s'en saisissent pas. 70, c'est ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des choses. Ça dépend comment on fait. Ça dépend comment on fait. Sachant qu'on est toujours sur la répartition des tâches domestiques. 58% des femmes considèrent que c'est elles qui portent la charge domestique. Donc tout ça pour vous dire que cette vie perso, elle a des conséquences sur la vie pro et donc notamment sur où je place ma carrière et où je place ma vie perso, ma vie de famille. Et donc, voilà, on est sur ces types de conséquences. Et puis, pour vous dire, ça se poursuit également sur la fin de carrière d'une femme, enfin, la fin de carrière, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas, sur les catégories Pôle emploi, etc., de plus de 45 ans, c'est pas du tout une fin de carrière, mais en tout cas, sur Pôle emploi, c'est la catégorie senior. Là aussi, il y a des préjugés importants, les femmes qui seraient moins dynamiques, etc. C'est assez, je trouve, c'est assez probant les fameux 6 ans que tu. J'allais rebondir dessus parce qu'au final, quand on entend ce que tu expliques, on se dit un gros travail à faire forcément par l'éducation, parce que tout démarre au niveau de l'éducation, mais aussi l'enseignement. C'est-à-dire que, je veux dire, on sait très bien que dans l'éducation, c'est important, mais que l'école prend le relais sur certains points, et heureusement parfois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, les enfants sont trop vieux maintenant pour que je sache comment ça se passe aujourd'hui à l'école primaire, mais je crois qu'il y a un
vraiment un travail à faire en global. Hein. Je veux dire, c'est pas un combat qu'on peut gagner chacun de son côté. C'est vraiment globaliser en fait la démarche. Tout à fait. Et c'est là où on voit aussi, je dirais, que la loi, bien sûr, est nécessaire et que quand on se parle de changement de mentalité, voilà, on est dans un spectre beaucoup plus large et puis beaucoup moins tangible. Donc, c'est vrai que ça me frappe, les fameux 6 ans. Alors, on le voit un peu comme un coup près. C'est-à-dire, si beaucoup de choses se jouent avant 6 ans, effectivement, c'est aussi le rôle vraiment de l'éducation, au sens à la fois l'école et bien sûr les parents, et plus globalement, comme la société. On parle de la position de la France, mais bon, la France, bon, c'est un pays latin, des traditions, l'éducation. Comment ça se situe, par exemple, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays latins? Parce que bon, on parle de l'Islande, par exemple, bon, bah, c'est un pays nordique, c'est différent. Mais comment on se positionne par rapport à l'Espagne? Oui, on est à peu près dans les mêmes. Voilà. Donc il y a le poids, disons, des traductions, quoi. Et je pense que je suis d'accord avec vous, c'est vraiment au moment de l'éducation, quoi. Et c'est vrai que ça se fera, c'est là où il faut agir, et ça se fera à ce niveau-là. C'est sûr que bon, on essaye de changer les choses au niveau par des lois, des choses comme ça, mais tant qu'on a ça tant que les gens ont ça dans la tête, malgré eux, ben, il y aura la loi, il y a la loi, mais derrière, il y a de la résistance. Pour compléter vos propos, bon, il n'y a pas que l'éducation. Il faut aussi voir la pression qu'il y a de notre système sociétal, mais aussi de notre système économique. Et je vais vous parler d'un exemple très simple. Quand mes enfants, effectivement, qui sont plus âgés, avaient souhaité une trottinette, on s'était rendu au magasin pour acheter la trottinette. C'était une trottinette assez neutre d'aspect. On a pu passer à ma fille et à mon fils. Nous avons voulu racheter des trottinettes récemment pour les offrir à des enfants de notre famille. J'étais très surprise que dans le même magasin, maintenant, je ne pouvais choisir qu'entre des trottinettes typées rose et des trottinettes typées bleu. Et je me dis, mais là, on est en train de faire une marche arrière. Vous voyez? Et quand j'ai voulu acheter une trottinette qui aurait pu se passer d'enfant en enfant, ça, c'était plus possible. Donc, je crois que l'éducation a à faire, je ne dis pas ça, mais je crois qu'on est dans un système global où on a une pression de la société, les enfants interagissent entre eux, ils vont aussi amener, ne pas sortir d'un groupe social. Et puis, on va avoir effectivement ces possibilités du monde économique, d'achat. Enfin, voilà, vous avez des jouets qui, quand même, sont des fois assez genrés. Et ou même vous, si vous avez l'intention de ne pas rentrer là-dedans, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Donc, je pense que voilà, c'est pour vendre toujours plus de toute façon, quoi. C'est pour vendre toujours plus. Enfin, alors, c'est les vêtements, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, pour une trottinette, on peut la passer. Moi, mon fils, il a pris la rose, j'en avais rien à faire. Et puis, elle est vite. Enfin, voilà. Mais les vêtements, c'est encore pire, quoi. Enfin, on peut pas. Toujours. Mais donc, c'est ce que je voulais juste dire par là. C'est que c'est des choses qui sont très impliquées les unes dans les autres, qui sont complexes. Et comme vous parliez des pays du Nord, dans les pays du Nord de l'Europe, on a un souhait très tôt, depuis des dizaines d'années, de rendre un système plus équilibré femmes-hommes. Et on voit que même eux, avec toutes ces années-là, voilà, continuent à souhaiter progresser. Donc, c'est très complexe. Voilà. Je vous propose de revenir un peu au monde professionnel, même si effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent avant même l'entrée dans ce monde professionnel. On a bien compris qu'il y avait beaucoup de freins finalement. Maintenant, si on essaye de voir plutôt quelles sont les solutions, quelles sont les manières dont on pourrait effectivement lever les freins, on évoquait les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves qui ont effectivement mis un certain nombre de choses en place depuis des décennies et qui sont mieux classées que nous en matière d'égalité. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques éléments et peut-être aussi des éléments concrets? On a autour de la table des gens dans les entreprises. Donc, qu'est-ce que finalement, en tant que manager, en tant que responsable des ressources humaines, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller dans la bonne direction? Effectivement, hein, pour conclure sur tous ces freins qu'on a notés, il y a le grand écueil, la plus grosse difficulté à surpasser, c'est que finalement, tout ce conditionnement qui est effectivement global
entraîne de l'autocensure. Alors de l'autocensure ou de la censure, mais peu importe, en tout cas chez les femmes, c'est très intégré et il y a ça n'aide pas à construire une confiance en soi qui à un moment donné permet d'outrepasser ce que la société ou ce que l'environnement peut imposer ou en tout cas prédestiner, je ne sais pas comment le dire correctement. Mais voilà, et c'est par exemple, moi ça, alors il y a des choses qui sont très positives, mais je trouve ça encore assez questionnant qu'on montre par exemple des caractères exceptionnels à ce qu'une femme prenne la direction de tel ou tel. Alors sur le CAC 40, c'est 3 femmes aujourd'hui, donc à chaque fois que quand ça se produit, c'est quelque chose d'exceptionnel, sauf qu'on lisse complètement la compétence et le parcours de la personne, c'est une femme. Okay. Alors, on peut peut-être aller un peu plus loin que ça, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu à construire de la confiance. Alors, en termes de possibilités, j'ai essayé de vous regrouper. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Et puis là, on parle d'égalité pro, donc c'est très, très large. Mais je vous ai mis un peu quelques pistes de réflexion. Alors, déjà, premièrement, il s'agit d'ouvrir la possibilité, d'ouvrir les carrières, d'ouvrir les espaces aux femmes. Comment? Alors, on s'est dit, oui, c'est à 6 ans, etc., que ça se fait. OK, c'est quelque chose que je vous donne d'ordre global. Ce qui est à se dire, c'est ce que disait Isabelle, c'est que côté éducation, il y a des choses à faire parce qu'effectivement, les jeunes filles qui arrivent en collège et en lycée, qui commencent à projeter leur suite, sont déjà dans l'autocensure. Donc ça, c'est un mot que je vais vous dire souvent parce que c'est vraiment quelque chose de prégnant. Et donc, sur ce plan-là, il faut voir sur le long terme. Peut-être autocensure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les filles au collège, déjà, elles ne se voient pas astronomes ou ingénieurs, mais elles se voient infirmières. Elles se rêvent déjà dans, effectivement, elles s'excluent déjà de certains rêves automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'école, mais qui est disponible, qui est observable, aussi aujourd'hui, si on interroge les femmes cadres ou les femmes dans leur progression de carrière, elles vont avoir une ambition qui, en tout cas, la plupart du temps, affichée moindre par rapport à ce qu'on pourrait demander à un homme du même âge à la même position. Est-ce que c'est parce qu'elles ont moins de figures, finalement, féminines? Il y a plusieurs raisons. Il y a une problématique de confiance en soi qui est énorme en premier lieu. Et puis, effectivement, l'absence d'éléments de repère, de rôle modèle féminin, c'est ce qu'on peut dire, et puis de soutien aussi de la part de leur environnement immédiat. Et c'est ça qui joue beaucoup. Donc, en termes d'action, c'est effectivement aller porter les messages auprès des jeunes en leur donnant d'autres possibilités de rêve, d'autres envies de projection. Ça peut être, nous par exemple, aux entreprises pour la cité, on va avec un programme qui s'appelle Innovavenir dans les collèges, dans les lycées, on emmène avec nous des collaborateurs, des collaboratrices. Et puis alors c'est génial quand on emmène par exemple une manager et puis son assistant, ou une manager et puis quelqu'un de son équipe. Et puis on demande en arrivant aux enfants qui écoutent. Ah ben le monsieur c'est le chef. Ouais. Okay. Donc voilà, on essaie de travailler là-dessus. Là je le simplifie, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe quand on va en intervention. Il y a plein d'autres initiatives. Le Girls Day, par exemple, de la SNCF qui invite une fois par an des jeunes femmes à venir rencontrer les collaborateurs. Enfin, voilà, montrer d'autres images possibles parce que les jeunes d'aujourd'hui sont bien sûr les profils que vous recruterez demain. Donc, c'est évident que si on veut travailler un schéma de société global, encore une fois, il faut le démarrer. Ensuite, il y a des actions de recrutement que vous pouvez mener sur l'ouverture des carrières et c'est laisser place pleine à la compétence. Ne pas être dans une projection. Alors là, on se parle entre femmes, mais avec monsieur qui est là aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie d'insister aussi sur le fait que parfois, de façon inconsciente, même en tant que femme, on a cette tendance à avoir des représentations qui font appel à ces stéréotypes et à avoir des projections. Ah oui, mais là, ce serait mieux que, parce qu'on infère d'une femme qu'elle a plutôt telle ou telle compétence ou telle attitude. Elle va être plus prédisposée à ceci ou cela. Donc voilà, avoir conscience de son stéréotype et puis laisser, encore une fois, la place à la compétence. Donc, nous, par exemple, on propose des événements de recrutement pour les femmes de plus de 45 ans où on dit aux entreprises, venez, vous pitchez votre entreprise et puis vous laissez les femmes venir à vous pour échanger librement et de ne pas être dans toujours le rapport de projeter quelque chose. Ensuite, sur les autres possibilités, c'est créer un environnement positif. Et ça, un environnement positif et inclusif, ça vaut pour l'égalité pro entre les femmes et les hommes, mais ça vaut pour tout. En fait, plus vous avez un environnement positif, plus vous favorisez le déploiement des compétences de chacun. Donc la diversité est source de performance sur le plan économique, certes, c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié. Et ça vaut vraiment que ce soit un environnement raciste, homophobe,
on est toujours sur les mêmes mécanismes et ça nuit à tous, ça nuit aux hommes, ça nuit aux femmes, ça nuit à tout le monde. Et pour faire ça, c'est impliquer les managers parce que c'est eux qui portent les messages, c'est eux qui portent l'exemplarité ou en tout cas qui font qu'à un moment donné, on accepte ou pas tel ou tel comportement dans les équipes. Ça peut être des pratiques RH, notamment sur la parentalité. On en a parlé tout à l'heure, donc voilà, plus vous flexibilisez et plus vous incitez les hommes à s'impliquer, vous rendez ça possible et plus on enlève une charge aussi inhérente aux femmes. Voilà, on parlait tout à l'heure des tables allongées dans les toilettes féminines et pas dans les toilettes masculines. Enfin, c'est un petit exemple. Voilà, et la flexibilité aussi au global pour tout le monde parce que on flexibilise le travail pour les hommes et pour les femmes pour permettre à tout le monde de s'occuper des enfants. Je vous donne un peu à la volée comme ça. La lutte contre le sexisme, bien évidemment, ça fait partie d'avoir un environnement safe. Mais encore une fois, on parle de lutte contre le sexisme, mais ça inclut toutes les autres formes de discrimination. Et puis, impliquer les hommes, bien évidemment. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, vouloir créer un modèle de société où on travaille qu'un seul pan et qu'avec un seul pan et dans l'entre-soi, c'est compliqué. Alors, il y a plein d'arguments pour dire les femmes entre elles, il y a plus de confiance, etc. Mais à un moment donné, on parle encore une fois d'un modèle de société global, donc impliquer les hommes, c'est important. Et puis, pour permettre l'évolution des carrières, il y a plein de choses qui existent, des programmes de coaching, de mentoring, il y a plein d'entreprises qui sont dans cette proposition-là d'accompagnement, donc ça fonctionne très bien. Il y a des témoignages super intéressants de Orange, vous pouvez regarder parce qu'il y a plein de choses qui sont diffusées en libre accès et qui permettent effectivement la progression parce qu'une femme qui rentre dans ce parcours-là, ça peut être un programme, le fait d'avoir un mentor et d'un rôle féminin, encore une fois, ça permet de casser cette autocensure. Et puis donc les réseaux, qu'ils soient féminins ou mixtes, ou aujourd'hui maintenant en réaction, il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux masculins. Donc voilà, les réseaux, on peut en reparler. Et puis tout simplement inciter à oser. Donc osez vous-même en tant que femme parce que c'est ce qui va donner encore ce rôle inspirant. Et puis inciter les collaborateurs à oser dans toute leur diversité, encore une fois, parce qu'il y a cet environnement de travail qui joue énormément. Merci. Voilà. Pour cette première piste de réflexion, je pense qu'on pourra peut-être revenir là-dessus. Vous avez peut-être des questions un peu plus pratiques, voilà, pour des choses à mettre en place dans vos entreprises. Merci Camille. Je vous propose de poursuivre notre discussion avec Isabelle Burger. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et ravie de partager ce moment avec vous toutes et tous. Je vais commencer par tout simplement vous proposer de nous en dire un peu plus sur votre parcours, qui est un parcours inspirant de femme dirigeante. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, moi, j'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans le transport et la logistique, qui est un environnement très masculin, mais qui s'est quand même largement féminisé les dernières années. Notamment sur les postes que j'occupais, puisque j'ai commencé ma carrière comme commerciale. Après, j'ai pris des directions de site et direction générale. Je rebondis juste sur ce que tu as dit avant par rapport à l'éducation et l'enseignement. Il y a un slogan sexiste, pas sexiste, pardon, féministe, que me fait toujours sourire, c'est sois le médecin, deviens le médecin que tes parents voulaient que tu épouses. Je crois que tout est dit là-dedans. Donc, en fait, oui, j'ai évolué dans un environnement très masculin, mais après, non, je suis là aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché d'évoluer, mais je pense aussi beaucoup parce que déjà, jeune, je n'avais pas cette conscience d'inégalité qu'il pouvait y avoir entre les hommes et les femmes. Pour moi, c'était ni mon éducation, ni mes valeurs. Et du coup, j'ai mis énormément de temps à conscientiser tout ça. Donc, ce qui fait que peut-être cette naïveté, on va dire, professionnelle par rapport à ça, a fait que j'avais un comportement tout à fait normal. C'est-à-dire que, en fait, j'étais avec une femme comme avec un homme. Et peut-être que ça peut être déstabilisant pour certains hommes qui ont cette approche un peu sexiste. Certaines femmes aussi, parce que faut quand même avoir conscience qu'il y a autant de femmes sexistes, en tout cas qui pratiquent l'inégalité professionnelle, que les hommes. Ce n'est pas un monopole masculin. Et donc voilà,
j'ai pas mon évolution professionnelle, même si je savais que dans certaines entreprises, et d'ailleurs je veux dire plus l'entreprise était importante, plus les inégalités étaient fortes. Je savais que j'aimais moins que mes homologues hommes, et donc je luttais contre ça. Et pour lutter contre ça, ben, en fait, je partais et j'allais ailleurs, tout simplement. Aujourd'hui, donc vous êtes directrice générale, Oui. Je ne me trompe pas. Effectivement, on parlait beaucoup d'inspiration à l'instant. Comment vous identifiez finalement les facteurs clés de réussite? Alors, je comprends que vous évoquez la naïveté. Ça, c'est déjà, je dirais, ben, tant mieux. C'est chouette d'avoir pas ressenti effectivement ces inégalités et ce sexisme peut-être au démarrage de votre carrière. Néanmoins, avec maintenant un petit peu de recul, en regardant dans le rétroviseur, comment vous décriveriez les facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes à la place que vous êtes? Bah, je crois qu'il y a un point qui est important, c'est la confiance en soi. C'est vraiment déterminant. C'est de savoir s'imposer dans un monde d'hommes. Et j'ai envie de dire aussi, souvent l'erreur que font certaines femmes, c'est qu'elles veulent rentrer dans le cercle masculin. Moi, j'ai jamais voulu rentrer dans le cercle masculin. J'ai toujours voulu être à ma place et qu'on me respecte pour ce que je suis. Pour mes qualités professionnelles, enfin mes valeurs humaines. Et souvent, l'erreur que font certaines femmes, c'est que quand elles sentent ce sexisme, cette inégalité ambiante, elles vont vouloir rentrer dans une forme de connivence avec certains hommes. Là, je parlais de trivialité. Heureusement, tous les hommes ne pratiquent pas la trivialité. Mais en faisant ça, elles ne se rendent pas compte qu'elles creusent le fossé qu'il y a entre elles et les hommes. Parce que la trivialité, qu'elle soit pratiquée par une femme ou par un homme, c'est pas une qualité. Et donc, en fait, ça n'arrange pas la situation. En fait, moi, je défends justement le fait d'avoir confiance en soi, de s'imposer naturellement, c'est-à-dire qu'il faut rester soi-même. Il faut être aligné avec ses valeurs humaines et il ne faut pas avoir peur de dire à un certain moment attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là, c'est grave. Moi, j'avais des managers quand j'étais jeune commerciale qui me disaient non, mais les femmes au commercial et les hommes à l'exploitation, parce que tu comprends, un commercial, c'est plus facile à remplacer. Et à l'exploitation, c'est plus difficile de remplacer quelqu'un, une femme qui part en congé de maternité. Waouh! Et ça, j'ai entendu pendant des années. J'ai entendu ça pendant des années et j'ai presque envie de dire qu'à certains moments, je me disais, ouais, peut-être qu'il a raison. Et en fait, quand j'ai pris les directions de site, je me suis retrouvée avec énormément de femmes en exploitation. Je me souviens une année, j'avais 3 jeunes femmes qui étaient en congé de maternité en même temps. Et je me disais, c'est génial, il y a de la vie, il va y avoir des bébés. Et puis après, tout ça, c'est qu'une question d'organisation, en fait. Je veux dire, ce sont ce que j'appelle des faux problèmes. C'est au manager de gérer ça. C'est au manager d'anticiper ça. C'est comme moi j'ai vécu des choses assez binaires. Quand j'étais jeune, j'étais souvent sollicitée par la concurrence pour travailler à la concurrence. Et j'avais, à l'époque, je n'avais pas 30 ans, j'étais retenue sur un poste chez un concurrent. Et donc, je fais l'entretien avec le directeur de site qui doit avoir 15 ou 20 ans de plus que moi. Et pendant tout l'entretien, il me dit ah non, mais c'est vraiment exactement comme ce que j'attends au niveau commercial, on a la même vision, etc. Donc, tout ça pendant 1h30. Et au bout d'1h30, il me dit écoutez, je vais vous envoyer le contrat. Et qu'est-ce qu'il fait votre mari? Alors, déjà, vous n'avez pas le droit de poser cette question. Mais bon, à l'époque, ce n'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Et donc, moi, je lui réponds, bah, écoutez, moi, je suis séparée. Conjoint, donc, je suis seule avec les enfants. Enfin, voilà. Le contrat, donc, voilà. Et ça, c'est des choses, je veux dire, qui se pratiquent encore aujourd'hui. Hein.
faut pas se leurrer. Enfin, je pense que une femme, d'ailleurs, a un grand rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'une femme dirigeante, elle doit porter ce discours auprès de ses collaborateurs et de ses collaboratrices en disant, ça ne doit pas être un sujet. Moi, j'ai recruté énormément de jeunes femmes. Je savais qu'elles auraient des enfants, qu'elles feraient des enfants, etc. Et ça fait partie de la vie. Si on est là, c'est parce que nos mamans nous ont mis au monde. Donc, je veux dire, c'était justement la question que je voulais vous poser en tant que dirigeante, mais même en tant que manager, parce qu'il y a effectivement le dirigeant ou la dirigeante, mais il y a aussi toute l'équipe managériale. Quel rôle ces personnes-là ont à jouer pour l'égalité professionnelle et peut-être de manière même concrète, vous, alors au-delà de recruter des femmes, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu mettre en place ou favoriser, je dirais, que ce soit dans la culture ou voilà, qui va dans ce sens-là, parce que encore une fois, l'idée c'est aussi d'inspirer les gens qui sont là. Des choses à nous partager. Très simplement, déjà, moi j'ai validé, parce que accepter, ça veut déjà dire que tu peux refuser, donc potentiellement ça me dérange, mais j'ai validé plein de temps partiel. Je veux dire, moi j'ai un principe, quand vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui vient travailler avec la boule au ventre, vous n'en tirez rien. Donc, je veux dire, quand quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, moi j'ai aussi eu des demandes de congés parentaux d'hommes il y a plus de 10 ans, quelqu'un qui voulait se mettre pendant un an en off pour élever ses enfants. Si vous n'accédez pas à la demande, vous savez que le collaborateur ou la collaboratrice va arriver avec la boule au ventre le matin, ça n'apporte strictement rien. En plus, je pense qu'on peut, je suis bien placée pour le savoir, pour l'avoir vécu, on peut facilement concilier une vie professionnelle avec une vie personnelle et des enfants en bas âge ou plus grands. C'est absolument pas incompatible. Et c'est là aussi où le manager a un grand rôle à jouer. Je veux dire, moi, quand j'ai un collaborateur qui vient me dire écoute, mon fils ou ma fille est malade, est-ce que je peux partir plus tôt parce que j'ai un rendez-vous chez le pédiatre ou peu importe? Bah, évidemment, j'ai presque parfois je leur dis mais t'as même pas à me demander, ça me paraît tellement évident. Je veux dire, la vie d'une entreprise, ça englobe la vie des collaborateurs d'une manière générale. Alors bien sûr, il ne faut pas venir avec ses problèmes personnels au travail, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je dis simplement, c'est que le manager doit être facilitant. Voilà. C'est pas... j'ai jamais pensé que quelqu'un devait venir pour faire un travail pendant un certain nombre d'heures. Non, une personne, elle vient pour une mission. Et si cette mission, elle est remplie, après, voilà, il y aura ce débat en soi. Donc après, le rôle du manager et en tant que femme, c'est aussi dans les réunions, dans les échanges, dans les rituels managériaux, de porter ce discours. Par exemple, j'en parlais avec Camille avant. La semaine dernière, moi, je fais des codires toutes les semaines, mais des codires élargis avec plus de cadres le premier mardi du mois. J'ai posé la question, tiens, sachant que là, en l'occurrence, je m'adressais à deux hommes, est-ce que vous avez perçu les derniers temps des comportements sexistes voilà, et ils m'ont répondu oui, en me donnant des exemples, et je dis, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse? Donc, je voulais qu'ils s'approprient le sujet, en fait. Pas venir en disant, voilà, le package, c'est ça, il faut l'appliquer, il faut le décliner, enfin, ça ne marche pas. Donc, en fait, déjà, j'ai été agréablement surprise de voir qu'ils étaient sensibles à ça. Moins contente que ça arrive dans l'entreprise que je dirige, mais voilà, c'est comme ça, on a quand même beaucoup de présence masculine. Mais voilà, l'objectif aussi, c'est de sensibiliser au quotidien. Le manager, il doit aussi, dans ses rituels managériaux, poser la question. Est-ce que ça va? Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, quand je demande si ça va, c'est une vraie question. C'est pas juste me dire ça va, c'est pas rhétorique. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai deux questions. Alors, première question,
où est-ce finalement se situe la limite quand on parle de vie personnelle et justement de la parentalité? Enfin, vous avez donné l'exemple de parent qui vient parce qu'il m'envoie malade et qui peut partir plus tôt. Puis vous avez rajouté, mais il ne s'agit pas de laisser la place à la vie personnelle. Alors, où est la frontière exactement? Enfin, c'est subtil, non? C'est une très bonne question. Et ma deuxième question, je vous donne toutes les deux, puis je vous laisserai. Alors, je vais prendre un exemple, je vais grossir le trait. C'est-à-dire que la personne qui va venir tous les jours en vous disant j'ai mon fils qui a ceci, cela, le rhume, le machin, stop, quoi. À un moment donné, par contre, quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est en fonction du savoir-être de la personne. Quelqu'un qui est toujours présent, qui fait son job, qui est respectueux dans son travail d'une manière générale, si à un moment donné, cette personne elle a un problème personnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit l'enfant, le conjoint, peu importe, hein, ou la conjointe, c'est de se dire, là, voilà, je dois avoir de l'empathie et accéder à sa demande parce que ça va libérer un poids aussi de se dire mon manager me permet de partir plus tôt ou de venir plus tard demain parce que j'ai ce problème et peut-être que c'est ce qui va lui permettre de régler son problème. Voilà, c'est de savoir doser en fait. Hein. On n'est pas là pour, je dis toujours, on n'est pas là pour faire de l'ingérence dans la vie privée des gens. D'ailleurs, sauf s'il y a un vrai problème, je pense qu'il faut savoir mettre la frontière entre les deux. Mais après, c'est vraiment lié. Un collaborateur qui vient toujours en retard, qui fait les choses à moitié et qui, par-dessus le marché, lui dit « Ah bah, ce soir, je vais partir plus tôt, mais attends, je t'explique, tu es déjà venu une demi-heure en retard, donc on va avoir une autre discussion. » Voilà, c'est plus par rapport à ça. Et c'est à partir du moment où la personne donne à l'entreprise, s'investit pour l'entreprise, à un moment donné, quel est ce retour de l'entreprise s'il y a un problème? Voilà, c'est ça. Pour moi, ça se fait naturellement. Exactement. C'est même pas une question qu'on devrait se poser. Oui. De toute façon, après, un collaborateur qui vient en retard et qui fait la moitié du boulot, il faut qu'il soit là, en fait. Hein. Un tir au plan, oui. Pour être pragmatique. Oui, bien sûr. Et puis une question qui est peut-être sensible ou polémique, je ne sais pas si vous avez vécu, en tout cas, est-ce que vous avez eu des jeunes mamans tir allaitantes au travail? Non, j'ai jamais eu. Jamais eu. Non. Ça, c'est pas moi en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai vécu à titre personnel et pour une collaboratrice. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. C'est quand même quelque chose de très particulier. Alors, je sais pas si ça peut faire l'objet d'une discussion ou pas maintenant, mais c'est un point. C'est ma deuxième question que j'avais initialement, c'est comment gérer dans les remarques qui peuvent être justement triviales ou autres, la nuance, le rôle de l'humour. Parfois, il y a du sexisme ou de la discrimination qui passe via l'humour. Et donc, finalement, tu as un peu entendu que bon, c'est de l'humour, quoi, c'est pas grave. Donc, comment, pareil, gérer cet aspect, mettre la limite, quoi. En fait, ça, c'est une vraie question parce que on met sous le coup de l'humour beaucoup de manque, ce que moi j'appelle le manque de respect. De toute façon, pour moi, l'articulation dans une entreprise ou dans les relations interpersonnelles d'une manière générale, pas personnelle ou professionnelle, la base, c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs, c'est le respect. À partir du moment où tu intègres cette notion de respect, pose-toi la question, si toi, on te disait ça sur quelque chose qui te touche avec de l'humour, comment tu le vivrais? Donc après, ça dépend. Si c'est dans un groupe, je vais réagir. Je ne dis jamais comment je vais réagir, parce que tout dépend des personnes qui sont là, de la personne qui porte le discours. Moi, je suis assez pour soit intervenir quand c'est vraiment très lourd, ça c'est clair, mais quand ça peut prêter à confusion, j'ai eu le cas la semaine dernière, je prends la personne, mon bureau, et je lui dis, voilà, là, par contre, j'ai besoin de comprendre. Donc voilà, je ne fais pas de généralité en fait. Hein. Le management, tout le monde le sait, hein, c'est en fonction de la personne que vous avez, chacun réagit différemment. Et quand je parle de respect, pour moi, c'est important aussi qu'un manager ne soit pas blessant. Donc c'est pour ça quand quelqu'un va dire, parce qu'il faut bien comprendre que dans la tête de la personne qui tient un propos sexiste
sur le ton de l'humour, il ne mesure pas l'impact. Donc, si vous intervenez, vous allez le blesser, c'est encore pire. Je pense que c'est beaucoup plus fructueux de prendre la personne et de juste lui faire voir le propos vu de sa fenêtre à lui ou à elle. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage, Isabelle. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi de comprendre le rôle, effectivement, de poser le sujet, de pas le cacher, vraiment d'être dans cette proactivité avec ton équipe, comme tu l'évoquais voilà, lors de ce codir, et de montrer à quel point le management, finalement, a une responsabilité aussi à porter ces sujets. Ça me fait un peu le lien avec vous, Isabelle. Isabelle Proust, merci d'être là avec nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle au sein de l'UNISTRA? Est-ce que justement, comment l'UNISTRA aborde ce sujet de l'égalité femmes-hommes, notamment dans le monde professionnel? Donc, moi, j'ai un parcours, moi à la base, je suis physicienne. J'ai fait des études dans une discipline très masculine. Et j'ai tout à fait le même vécu. C'est-à-dire que par mon contexte familial ou environnemental, je n'ai jamais ressenti vraiment une différence entre femmes et hommes. D'ailleurs, on appelait, vous savez, en Alsace, que j'étais en alsacien, on me disait, voilà, un garçon manqué. Bon, donc, ouais, je ne faisais pas de différence. Et j'ai avancé dans toutes mes études, même en partant à l'étranger, avec cette idée-là que finalement, voilà, j'ai un cerveau qui pensait. Et c'est en fait dans le cadre de mon activité professionnelle. Je commençais à dire, tiens, mais ça c'est étonnant. Et voilà. Et c'est là, effectivement, tardivement, que j'ai vu qu'il y avait une différenciation entre ce qu'on maîtrise, et donc, c'est des sujets qui ont commencé à m'intéresser. Et il se trouve que dans les années 2009, enfin 2008-2009, il y a eu un mouvement dans les universités françaises pour remettre sur la table un sujet qui avait déjà été là dans le passé, mais le remettre sur la table sur le positionnement des établissements au sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Là, j'ai eu l'occasion de devenir chargée de mission auprès du premier vice-président de l'Université de Strasbourg, qui était Michel Dénéquenne. Puis, quand Michel Dénéquenne est devenu président de l'Université de Strasbourg, je suis devenue vice-présidente déléguée. C'est question d'égalité, parité. Et maintenant, donc, on est au deuxième mandat. Et donc, il y a un an, je suis devenue vice-présidente de plein exercice sur ces questions d'égalité, parité et diversité. Voilà. Donc, c'est l'évolution aussi des universités françaises. Qui est très intéressant. Et on évoquait là tout au début, pour vous répondre sur nos propos, des lois. Et les lois, l'importance des lois. Les lois sont des facilitateurs. Quand vous devez convaincre, quand j'ai débuté en 2009, il fallait convaincre, dire que, voilà, montrer des chiffres, montrer déjà que c'était une réalité. Ah, mais Isabelle, pas dans les universités, si, aussi dans les universités. Voyez, donc, il y avait tout un travail dans ces années-là pour essayer de convaincre, d'amener les gens à adhérer et à prendre conscience de ces enjeux. Et quand sont apparues les premières lois, parce qu'il faut savoir que nous, par rapport au monde de l'entreprise, nous avions un statut dérogatoire sur beaucoup de ces lois-là. Alors, quand les lois n'ont plus été dérogatoires, ça a quand même été un facilitateur. Et je pense que voilà, les lois ont une importance. Ce n'est pas tout, bien sûr, vous l'avez très bien décrit, mais c'est important. L'Université de Strasbourg, pour situer, c'est 6 000 personnels, 63 000 étudiants et un budget de 600 000 euros annuels. Millions. Pardon? Millions. 600, oui, merci. Zéro. 600 millions d'euros annuels. Voilà. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de personnes à gérer. Pas gérer, non, excusez-moi, je veux reprendre ce terme-là. Enfin, beaucoup de personnes à amener à adhérer à ces questions-là et à ces enjeux. Voilà. Donc, du coup, remettez-moi votre question en tête. Vous y avez répondu partiellement, c'était aussi quel était donc, le rôle de l'UNISTRA sur ces questions. Et puis vous, peut-être un peu plus précisément, qu'est-ce que vous mettez en place avec vos équipes? Oui, alors, sujet. Donc, le rôle, il est effectivement déjà en tant qu'employeur de s'intéresser à ces questions-là, tout comme vous.
Et donc, bon, on a un plan d'action qui est mis en place, qui a, dans notre cas, 72 actions. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais enfin, peut-être qu'effectivement, peut-être quelques lumières, vous l'avez mentionné, mais je pense que c'est très important, ce qu'on appelle le mentorat. Le mentorat, donc, qui s'adresse aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais qui est très utilisé par les femmes. C'est donc cet accompagnement, ce coaching qu'on peut avoir à un moment. Nous, on le propose à 2 niveaux. On le propose, ce que nous, on appelle en mi-parcours, c'est-à-dire en cours de carrière. La carrière a débuté, les personnes ont commencé, soit ce sont des chercheurs, des chercheuses qui ont commencé à publier. Voilà, on peut aller à l'étape suivante. Ça peut aussi être des personnels administratifs, des personnels techniques. Et on va leur proposer, donc, à peu près à mi-carrière, de faire un petit peu des séances de coaching avec du mentorat et qu'on espère devenir des mentorats aussi par les pairs, ce qu'on appelle les mentorats par les pairs, c'est-à-dire des personnes voilà, qui ont déjà suivi ce mentorat et qui peuvent s'entraider aussi. Et puis, on propose le mentorat au niveau des doctorats, c'est-à-dire pour les doctorantes et les docteurs, les futurs docteurs, pardon, les doctorants, afin qu'ils bon, puissent un petit peu mieux se projeter dans ce monde professionnel qui est en train de s'annoncer à eux et à elles. Donc ça c'est un exemple. On a aussi, bien sûr, des mesures par rapport au congé de maternité. Alors, j'allais dire tout comme vous, mais nous, on a cette possibilité, par exemple, pour les personnes qui enseignent, les enseignantes-chercheuses, de leur proposer, finalement, chez nous, ce sont des heures d'enseignement qu'elles n'auront pas à faire l'année où elles auront leurs enfants, de le proposer sur 2 années consécutives. Pas juste sur l'année de la naissance de l'enfant, mais 2 années consécutives, de manière à ce qu'elles puissent s'adapter. Si elles les veulent tout de suite, eh bien, elles les prennent tout de suite, mais si elles veulent un peu plus rester avec leur enfant quand ils seront un peu plus âgés, c'est possible. Donc voilà, c'est des mesures comme ça qui sont des mesures facilitatrices et qui ont, c'est aussi une façon pour nous de retenir les talents, ces mesures-là, parce que ça c'est important, hein, dans un monde voilà, qui bouge, on a cette question-là. On va aussi aider, peut-être ça c'est plus lié à la recherche, on va aussi essayer d'aider nos chercheurs et nos chercheuses à répondre aux attentes maintenant qui sont fortes de la Commission européenne. Vous savez que quand vous déposez un projet de recherche pour avoir des financements, il faut chercher l'argent pour faire ça, eh bien la Commission européenne demande à ce que tous les établissements dont dépendent ces personnes aient des plans d'action égalité et vont demander aux chercheurs et aux chercheuses de dire comment leur projet de recherche intègre cette question de l'égalité ou du genre, du sexe, comme paramètre de recherche. Et on voit que pour certains, ou pour certaines disciplines, c'est pas si évident que ça, d'y réfléchir, d'être amené à réfléchir à ça. Donc on va proposer toute une série de documents, de fiches pratiques pour nous aider, parce que comment est-ce qu'on définit le genre par rapport au sexe? Voilà, comment est-ce qu'on définit d'autres termes qui sont très spécifiques à ces questions-là, voilà, pour des matheux, des physiciens. C'est pas toujours évident. Voilà. Et puis, on va s'intéresser, alors ça c'est plus récent, c'est en cours, sur justement l'origine de ces écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Parce qu'ils existent aussi dans la fonction publique, sachez-le. Alors, ce n'est pas un écart de salaire, parce que les salaires, on a des grilles salariales, donc ça, il n'y a pas de différence homme-femme, mais ça sera au niveau des primes. Hein, donc l'écart, il est au niveau salarial en incluant les primes. Et ça, c'est un outil que nous a fourni le ministère l'année dernière, qui nous permet justement de l'évaluer. Voilà, c'est nouveau. Et maintenant, il est question de savoir, OK, il y a bien un écart. Et quelle est l'origine de cet écart? Parce que avant même, si vous voulez qu'une mesure ait un impact positif, il faut en connaître la cause. C'est bien de la mesurer, mais c'est aussi de savoir où est l'origine de ça. Donc ça c'est vraiment notre travail. Et puis, en dernier exemple, puisqu'on l'avait évoqué, c'est effectivement toute cette question du recrutement. Au moment du recrutement, là aussi, les choses se passent. Alors, pour nous, ça s'est passé à 2 niveaux. Tout d'abord, ce qu'on appelait nous, on appelle ça les comités de sélection, les jurys, si vous voulez, de recrutement. Eh bien, quand en 2009, on a un petit peu regardé la composition de ces jurys, on a vu que plus de la moitié
pour les enseignants-chercheurs était composé de 90%, voire de 100% d'hommes. Alors là, on s'est dit, quand même un petit souci, parce que le moment d'un recrutement pour nous, ça veut dire un collègue qu'on va embaucher pour, qu'on va recruter pour 40 ans à venir, ou au niveau professeur pour les 20 ans à venir, c'est-à-dire un temps très long. Et pourquoi les femmes seraient exclues de ce moment de décision? Donc là, on a fait des mesures pour que au début, ces comités, ces jurys aient une représentativité de la discipline du recrutement, qu'elles soient là, les femmes. S'il y avait 30% de femmes en chimie, bien qu'au moment du recrutement, dans ce jury, il y ait 30% de femmes. Et puis, on a pu aussi œuvrer pour que la loi change. Et aujourd'hui, il y a une loi qui demande que ces jurys aient 40% d'un même sexe. Alors, le 40%, ça c'est un chiffre que vous allez retrouver souvent, c'est justement ce 40% d'un même sexe. Là, ça permet justement cette petite fluctuation entre 40 et 60 qui laisse quand même un peu de marge, vous voyez, parce que le 50, il est très difficile et puis bon, on a des contextes. Donc, le 40-60, voilà, c'est pas mal. Donc, ça, c'est des actions concrètes. Et puis, pour le recrutement aussi, donc ça, c'était la composition du jury, donc qui maintenant et dans ces zones 40-60. Et puis, il va y avoir tout ce travail sur justement on appelle nous les biais inconscients. Donc, les biais inconscients, c'est un mécanisme qui s'appuie sur ces stéréotypes et qui fait que quand vous avez un mot qui vient ou une notion qui vient, tout de suite, voilà, vous réagissez avec un autre mot. Donc, vous ne voyez pas exactement les choses telles qu'elles sont. Alors, un exemple plus concret, par exemple, dans notre cas, on va avoir des curriculums où les personnes ont développé un travail en équipe à l'international. Alors, un biais inconscient se produit, par exemple, quand deux dossiers hommes-femmes ont cette même ligne, c'est-à-dire animer une équipe de recherche au niveau international. Alors, ce qu'ont montré les études en recherche sur ces sujets-là, c'est qu'un jury va avoir plus tendance à traiter le dossier du chercheur en disant vous voyez, c'est épatant, il est capable de fédérer, de travailler en collaboration, c'est un point très positif. Et ils vont avoir plus tendance, pour un dossier avec exactement la même ligne pour une femme, de dire vous voyez, elle n'arrive pas à faire de la recherche toute seule, elle a besoin d'être aidée et d'être appuyée. Or, on a exactement la même ligne dans les dossiers. Donc là, on est sur des biais inconscients qui s'activent, inconscients, au-delà de nous, et qu'effectivement, on souhaite que les jurys prennent conscience. En tout cas, que nous tous, moi y compris, portons ces biais inconscients en nous, et donc de voir comment on peut minimiser leur impact lors du recrutement. Ça, c'est quelques exemples. Effectivement, ça me fait rebondir. Les biais inconscients, on l'a un petit peu évoqué, je pense qu'on en a tous, autour de la table. Est-ce que sur justement ce sujet-là, vous sensibilisez, vous formez au-delà de vos jurys, plus globalement les salariés? Et est-ce que, je crois savoir que vous souhaitez aussi travailler avec le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que l'UNISTRA peut accompagner toutes et tous, nos structures, si on souhaite effectivement s'engager un peu plus, aller plus loin dans cette égalité homme-femme au travail? Alors, je vais répondre, il y a deux questions dans votre question, je vais répondre en premier. Alors, le sujet des biais inconscients est un sujet récent par rapport, pas dans la recherche, pas du tout dans la recherche, mais en tant qu'employeur que l'on met en avant. Ce qu'on a depuis des années, c'est des enseignements sur les enjeux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et on va beaucoup parler de ces stéréotypes que vous aviez évoqués et d'autres mécanismes en place. Les biais inconscients, c'est plus récent, mais la recherche, elle existe depuis des années. Et donc, effectivement, on va, dans ce plan d'action, déployer plus cette notion, mais sachant qu'elle rentre dans un contexte plus global. On a les stéréotypes, on a les biais inconscients, on a la pression de la société, on a l'environnement de travail. Parce que ce mot d'autocensure, personnellement,
moi, je ne souhaite, enfin, je ne l'utilise pas. Je pense qu'il y a une censure. Mais l'autocensure, ce qu'on entend souvent, ben, c'est le problème de la personne. En fait, on renvoie le problème à la personne. Elle s'est autocensurée. Mais non, si elle s'est censurée, c'est parce qu'il y a un contexte autour d'elle. C'est parce que dans le monde de travail, elle s'est peut-être sentie à un moment mise à l'écart ou rejetée. Parce qu'il y a une société qui l'assigne dans certaines valeurs plus que dans une autre. Donc, oui, il y a censure sûrement. Mais je pense qu'elle vient aussi du monde extérieur, c'est du périphérique, voilà. Donc, voilà. Alors, pour répondre à votre deuxième question, oui, et effectivement, on souhaite s'ouvrir plus vers le monde des entreprises, et c'est pour ça que Emeline est avec nous aujourd'hui. On a un très, très beau projet, oui, qui s'appelle Opus, Open University, qui est là, effectivement, pour voir comment on peut améliorer ce lien entre le savoir qui est à l'université et le monde socio-économique environnant. Voilà. Donc ça, c'est important pour nous. C'est un projet qui se concrétise. Hein, vraiment, on a été lauréat. Et là, on est vraiment à votre écoute. Voilà. On est à votre écoute et dans un échange qu'on appelle de nos voeux sur notamment la question de l'égalité et la diversité large, et puis aussi pour le développement durable. On est votre atout. Mais voilà, oui, donc on est dans cette ouverture. N'hésitons pas à échanger avec Emeline ou à la questionner. Merci pour ces apports et pour ce partage. Je vous propose, je vois que l'heure tourne, de pouvoir prendre quelques questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a à distance ou, voilà, ou si vous souhaitez continuer d'échanger avec nos trois invités. Voilà. Une question peut-être au niveau du ministère, vous êtes fixé des quotas, enfin, ou un pourcentage de femmes que vous voulez atteindre dans tel profil ou tel profil, parce que forcément, en chargé de recherche, directeur de recherche, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes, ancien chercheur peut-être un peu plus, pour moi de mes souvenirs. Donc, est-ce que vous êtes fixé des... Alors, toute la raison d'être de ma vice-présidence et des valeurs et enjeux politiques que souhaite avoir l'Université de Strasbourg, c'est pour aller sur la parité. Voilà. Mais ça, on a vu, ça va être long, et il faut le débuter le plus tôt possible, ce chemin-là. Mais il y a déjà de très beaux progrès. Alors, pour les chargés de recherche, directeurs de recherche, j'ai fait moi les en tête parce que ça, c'est le CNRS qui est un autre employeur. Mais nous, par exemple, on suit ces chiffres-là. On a au niveau, par exemple, donc, à l'université, pour les enseignants, vous avez, les enseignants-chercheurs, vous avez deux étapes. Au début, vous êtes recruté en tant que maître et maîtresse de conférences. Donc là, aujourd'hui, on a 46% de femmes. Alors, ça fluctue suivant les disciplines. Hein. Il y a des disciplines où il y a très peu de femmes. Je pense à la mécanique, aux mathématiques. Il y a des disciplines où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà. Mais enfin, dans l'ensemble, on est à 46%. Et puis, effectivement, dans ce fameux plafond de verre que vous évoquiez, au niveau au-dessus, qui est celui de professeurs des universités, là, on est à 28% aujourd'hui. Mais on progresse, c'est-à-dire quand j'ai débuté mes fonctions et qu'on a regardé les premiers chiffres, là on était dans les années 2010-2012, on n'était qu'à 21% de femmes professeurs. Donc dans nos recrutements aujourd'hui, voilà, on a un recrutement qui est de l'ordre de 40% de femmes pour les enseignants-chercheurs des deux niveaux confondus. Voilà, 39 exactement. Donc voilà, il y a une volonté effectivement d'aller vers une parité et de reconnaître les personnes pour leurs compétences, comme vous le disiez, et sans oublier la moitié de la population mondiale. Moi, j'ai pas de questions, je voulais juste témoigner sur les jardins de Gaïa. Donc, on a une entreprise proche de Célestat avec 85 employés, principalement des femmes, environ 80%. On fait beaucoup de conditionnement et effectivement, on est naturellement porté sur des candidatures féminines parce que c'est ce qu'on reçoit le plus. Ceci étant dit, en production, notamment en logistique, etc., on a aussi des profils intéressants. Mais la difficulté, elle vient aussi des capacités physiques, en fait, vous voyez. Donc là, on s'interroge, moi personnellement, je m'interroge aussi sur comment promouvoir justement
candidates donc féminines à des postes qui sont physiquement compliqués parce que elles ont clairement la compétence pour le faire, mais ça veut dire aussi investir dans des moyens que ce soit, enfin voilà, exosquelette, enfin voilà, pour permettre aussi au personnel féminin d'avoir finalement les mêmes compétences physiques. Tout en s'assurant qu'il n'y ait pas de détérioration de l'état de santé, etc. Enfin, ça fait un premier témoignage et je pense que ces investissements-là, ils sont aussi à prendre en compte peut-être en matière de subventions publiques, d'appui à tout ce qui est enfin, voilà, investissement des entreprises dans ces dispositifs. Donc ça, c'est au niveau de l'État. Et une deuxième chose que je voulais, dont je voulais partager, c'est au niveau des leviers d'action. Enfin, nous, on a mis en place un partenariat avec une crèche dans le village, justement pour permettre cet équilibre vie professionnelle, vie privée. Et là où justement je trouve que finalement le questionnement il dépasse vraiment la question de l'égalité professionnelle, c'est le contrat de travail. Enfin, on a parlé tout à l'heure justement de la limite entre le privé et le professionnel. Et c'est pas évident parce que voilà, l'employé, il est employé avant tout pour conduire une mission. Et du coup, pour moi, la question, elle est très générale en fait sur la relation entre l'employé et l'employeur, mais pas seulement que ce soit une candidate féminin ou masculin. C'est vraiment voilà, le contrat entre l'employé et l'employeur, jusqu'où il va en termes de responsabilisation, d'autonomie, pour éviter justement ces questions. Après, on parle d'entreprise libérée, tout ça, peut-être qu'on va un peu loin, mais ces questions de est-ce que je peux aller chez le docteur parce que mon enfant est malade. Enfin, je trouve que voilà, peut-être que je vois un peu trop loin, mais aujourd'hui, je trouve ça assez réducteur de devoir, en tant qu'employé, demander est-ce que je peux sortir pour aller accompagner mon enfant chez le docteur, quoi. Et enfin, même nous, vous l'avez dit vous-même, on est un peu dépassé par ce genre de questions parce que c'est tellement évident, en fait, que ben oui, bien sûr, que voilà, enfin, moi, je trouve que du coup, la femme, dans sa charge de travail au niveau des enfants, au niveau de elle interroge aussi, elle questionne aussi le modèle de l'entreprise dans sa relation employé-employeur. Et du coup, nous, vu qu'on a 85% d'employés voilà, de féminins, c'est sûr qu'on se pose aussi ce genre de questions et je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que je me rends compte qu'on est bien au-delà et on avance sur un certain nombre de questions par rapport au monde qui nous entoure. Voilà. Juste pour dire qu'en étant femme, on est quand même un peu en avance, voilà. Parce qu'on voit les choses un peu au-delà peut-être, et du coup, on s'interroge sur des choses. Enfin, je dis pas qu'on est visionnaire, c'est pas ça, mais dans le pratico-pratique, voilà, on est nous-mêmes confrontés dans la vie de tous les jours à cet équilibre parce qu'on a des charges, etc. Donc du coup, on le bascule dans la vie professionnelle automatiquement, et donc on a des interrogations, et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça questionne vraiment le monde du travail dans sa globalité. Ça me fait penser à deux choses. L'empathie, dans ce que vous évoquez, c'est vrai que se mettre à la place de l'autre, peut-être qu'effectivement, en tant que femme, c'est un peu plus facile en ayant vécu soi-même voilà, des situations. Puis ça me fait aussi penser, vous évoquiez la notion de confiance. On s'en parlait en début de cette table ronde, la confiance en soi. Je pense qu'elle ne se décrète pas, elle se construit. Et voilà. Mais du coup, là, c'est aussi la confiance, le contrat de confiance entre les employés et l'employeur. Là, effectivement, si la confiance est un socle, une base de la culture d'entreprise, il y a des choses qui peuvent se faire de manière beaucoup plus fluide et qui peuvent effectivement amener à des choses facilitantes pour le salarié. Merci pour le témoignage. On parle beaucoup de charge mentale ces dernières années et je pense que le manager aussi a ce rôle de limiter la charge mentale de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Et ça y participe. C'est-à-dire que quand quelqu'un, comme je disais avant, quelqu'un vient dire je viens plus tôt ou plus tard, que je pars plus tôt, que j'aime plus tard, le fait de dire oui, mais évidemment, on sent chez certaines personnes, la charge, elle retombe. Et je dis toujours à mes collaborateurs, en tant que manager, on doit être facile. C'est-à-dire, bien sûr, on vient pour une mission, pour développer une entreprise, mais il faut que tout soit aligné et que tout le monde aille dans le même sens. J'aurais un partage peut-être des expériences. Je voulais savoir par rapport justement à l'embauche de femmes dans des milieux industriels. Il y a quelques industries autour de moi.
Nous, on a 70 ouvriers et 0 ouvrière. Dans le monde de l'industrie, de la métallurgie, vous avez parlé de la mécanique tout à l'heure. Mais ce n'est pas un souhait. Comment est-ce que vous avez pu mettre en place des actions pour attirer des femmes dans ces métiers? Vous avez des expériences? Je pense que le problème au départ, on parlait de l'éducation. Et dès que une fille va dire voilà, j'aimerais être mécano, c'est pas pour toi, c'est un métier pour les hommes, quoi. Et je pense déjà, il y a beaucoup de métiers comme ça, ben on dit non, c'est pas pour toi, c'est pas pour les filles, quoi. Et je pense. Après, c'est aussi, ce qui peut bien fonctionner aussi, c'est d'aller dans les écoles et expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, parce que là, vous allez toucher et les garçons et les filles. Et ça commence très tôt au collège, se déplacer. Nous, on le fait. Et c'est vrai que c'est important. Oui, parce qu'au collège, on leur dit déjà qu'est-ce que tu vas faire. Oui. À 13 ans, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Et donc, le fait de venir avec des experts d'entreprise qui vont expliquer les conditions de travail, etc., avoir un petit film qui montre ce que vous faites, je pense que ça peut vous aider dans la démarche. Peut-être pour compléter ce que dit Isabelle, effectivement, on a un programme qui s'appelle Innove Avenir et on fait ça. On va dans les collèges à partir de la classe de 4e et on propose en fait donc des animations sur la découverte professionnelle, donc la projection dans son orientation qui passe déjà par se connaître et lever un certain nombre de freins. Et dans ces actions, en fait, de façon systématique, on emmène avec nous un collaborateur d'entreprise. Et ce collaborateur, ça lui permet de témoigner de son métier, d'expliquer, de rendre les choses très concrètes pour les jeunes pour qui l'entreprise est une nébuleuse. Voilà, ils ne se rendent pas du compte de ce que c'est et ils sont aussi très marqués par je vais plutôt m'orienter vers ça parce que schéma familial, parce que stéréotype, enfin bref, tout ce qu'on s'est dit avant. Moi, ce que je remarque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui fonctionne hyper bien dans ces cas de figure-là, c'est de venir avec un collaborateur qui a un parcours non linéaire pour leur montrer déjà que c'est pas parce qu'il démarre quelque chose que ça sera pour toujours ça et ça enlève une pression à ces jeunes et qu'ils s'autorisent aussi à réfléchir autrement. Ce qui marche bien, c'est de venir casser le code un homme, un chef et une femme, une assistante. Et ce qui marche super bien aussi, c'est d'emmener des métiers techniques qui sont féminisés. Je vais par exemple faire une animation autour des codes en entreprise et j'emmène avec moi une femme ingénieure ou j'emmène avec moi, enfin peu importe le métier, peu importe. L'idée c'est vraiment de créer du dialogue et de permettre à ces jeunes de se rendre compte qu'il y a effectivement autre chose qui est possible. Donc il y a dans ce sens-là, parce que aller chercher les jeunes là où ils sont et finalement leur ouvrir d'autres horizons. Et puis après, ce qu'on fait aussi, c'est, comme le disait Isabelle, c'est de faire à l'inverse venir les jeunes ouvrir les portes de l'entreprise, que ce soit à travers des programmes comme le nôtre ou en autonome. L'idée étant d'avoir toujours un temps d'échange. C'est ça le plus important, c'est que les jeunes puissent se projeter et échanger avec les collabs en direct. Et il y a comment dire, je vous parlais tout à l'heure de, par exemple, l'initiative SNCF du Girls' Day. Bon, c'est à une échelle groupe, et donc c'est une grosse machine, etc. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils font, ils ouvrent les portes. Et pendant une journée ou une demi-journée, c'est mettre à l'honneur les métiers, mettre à l'honneur les femmes dans l'entreprise aussi, et montrer que finalement, c'est possible. Et alors, je me permets de rebondir sur cette question et de croiser avec ce que vous disiez, sur le fait de féminiser certaines fonctions. Quand on se dit, bon, bah voilà, il y a une forme, en tout cas un aspect physique, c'est aussi finalement, parfois certaines entreprises vont aller sur cet argumentaire-là sans réfléchir plus loin. Bien sûr qu'il y a des contraintes physiques, mais finalement, ces contraintes physiques, elles pourraient très bien peser sur un homme aussi. On est aussi dans une injonction aujourd'hui où une identité professionnelle masculine, c'est un homme fort. Enfin voilà, on va aussi dans ces stéréotypes-là, alors que vous pourriez très bien avoir un homme qui n'a pas la force physique qu'une femme peut avoir. Et en fait, ça questionne plutôt sur l'adaptation des postes que vous faites et qu'est-ce qui rend possible le poste pour tout le monde. Pour tout le monde, pas pour une femme, pour tout le monde. Et voilà, et quand on voit les choses dans ce sens-là, alors bien sûr, après, il y a des questions d'investissement aussi, mais ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que parfois, le fait de penser un poste pour tout le monde, et donc pour tout le monde, ça peut aussi dire que
pour d'autres inclusions, notamment les situations de handicap aussi. C'est en tout cas faire les choses différemment et c'est des pratiques qui servent à tout le monde aussi. Parce que finalement, si on allège la charge en se disant c'est pour tout le monde, bah, ça allège aussi la charge de ceux qui sont dans ces postes-là et qui fonctionnent de la même façon depuis des années en utilisant cette force. C'est une petite parenthèse. Ah non, mais clairement, enfin, moi je suis entièrement d'accord avec ça. C'est le fait d'avoir des candidats qui questionnent le poste et qui. Voilà, et effectivement, ce sera bénéfique pour. Ouais. Mais ça demande effectivement parfois un certain nombre d'investissements. Après, c'est une autre question d'aller chercher les financements possibles. Il y a quelques années, peut-être, certains postes, effectivement, c'était physique, très physique, et pour une femme, bon, c'était pas évident. Je pense qu'aujourd'hui, les technologies vont évoluer. Hein, il y a beaucoup de postes maintenant, et peut-être encore au niveau de l'enseignement, ils ont encore cette image que c'est très physique, alors que c'est ça que je pense. L'intérêt d'ouvrir ses portes. Effectivement, d'aller dans les écoles et de dire, voilà. Mais juste pour répondre aussi, il y a aussi la communication qui est importante vis-à-vis de l'extérieur. Et je sais que chez nous, ils ont adapté beaucoup les visuels lorsqu'on fait les plateaux d'emploi avec beaucoup de femmes qui sont représentées. Bon, je sais pas, bon, c'est vrai qu'après, on est sur des métiers qui sont peut-être un peu plus compliqués, mais peut-être vous faites déjà au niveau RH, je ne sais pas comment est-ce que vous communiquez vos informations sur les sites d'emploi ou sur les sites internet. Enfin, ils ont beaucoup féminisé tout ce qui est offre d'emploi. Et avec comment ça s'appelle, l'écriture inclusive aussi pour les sites d'emploi, mais je pense que c'est des choses que vous faites peut-être déjà aussi. J'espère que c'est quelque chose. En tout cas, moi, j'y suis assez sensible. Et du coup, on se projette dans les bosses. Voilà. C'est vrai que les discussions sont riches. Je pense qu'on pourrait encore on peut poursuivre les discussions pour ceux qui le souhaitent, voilà, encore autour d'un café. Néanmoins, voilà, de manière formelle, on va voilà, libérer celles et ceux qui doivent partir.